Voilà. Je vais lire la suite du bouquin. En 1998, les cultures commerciales de maïs transgéniques représentaient 1500 hectares. Elles ont régressé jusqu'en 2004. En 2005, les cultures commerciales de maïs officiellement déclarées au ministère de l'Agriculture représentaient 492,8 hectares. La surface cultivée réelle aurait été double, soit proche de 1000 hectares. En 2007, déclarer les cultures OGM devient obligatoire. Application de la directive 2001/18/CE et les surfaces de maïs cultivé déclarées représentent 22 000 hectares. Source GM Maize Growing in 5 EU Member States. Archive sur GMO Compass. Le maïs transgénique MON 810 a la propriété de résister à la pyrale et la sésamie du maïs. Les semences sont achetées en Espagne, les récoltes sont utilisées par une filière spécifique destinée au marché espagnol pour l'alimentation animale. Toutefois, les agriculteurs ont mis en place des mesures sur une base volontaire pour permettre la coexistence des modes de production. Il s'agit notamment d'une distance d'isolement de 25 mètres entre maïs OGM et conventionnel ou d'une bande de 10 mètres de maïs conventionnel autour du maïs transgénique pour servir de piège à pollen. L'objectif de ces mesures est de respecter le taux de 0,9% de présence fortuite d'OGM dans les aliments au-delà duquel l'étiquetage OGM est imposé par le règlement 1829/2003/CE. Par ailleurs, en 2007, 39 essais d'OGM à des fins de recherche en plein champ ont été autorisés. Source Liste des essais implantés, archives, site des administrations publiques françaises, ogm.gouv.fr. Par ailleurs, en 2007, 39 essais d'OGM à des fins de recherche en plein champ ont été autorisés. La plupart ont été détruits illégalement par des militants anti-OGM. Christine Lagarde, ancienne du FMI et maintenant présidente de la BCE. Du 18 mai au 18 juin 2007, à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, elle est ministre de l'Agriculture et de la Pêche du premier gouvernement François Fillon. Lors du Conseil des ministres de l'Agriculture des 27 États membres de l'UE, elle autorise d'accorder un label européen aux produits biologiques contenant des traces d'OGM à hauteur de 0,9%. Cette mesure suscite l'indignation de plusieurs associations écologistes. Source produits bio. La tolérance de traces OGM 0,9% pose un problème à Alain Juppé. Archives sur lafranceagricole.fr. En janvier 2008, le gouvernement français a interdit la culture de MON 810 en invoquant la clause de sauvegarde. L'article 23 de la directive 2001/18. Une nouvelle loi votée en juin 2008 crée le Haut Conseil des biotechnologies et elle prévoit également les conditions de la coexistence des plantes GM et non GM. Depuis 2008, les cultures commerciales d'OGM en France n'existent plus. Quelques très rares essais d'OGM sont encore menés et finissent par être détruits par des faucheurs volontaires. Essai de vigne à Colmar détruit 3 fois. Depuis 2013, date de la dernière culture expérimentale de peupliers, aucune autorisation de plante OGM destinée à la culture n'a été délivrée en France. En revanche, la France importe des matières premières dont elle dispose en quantité insuffisante sur le territoire pour la fabrication d'aliments pour animaux, notamment du soja génétiquement modifié. Le secteur de l'alimentation animale utilise ainsi 40 à 50% de protéines végétales importées. En 2012, deux pays de l'Union européenne ne cultivaient plus d'OGM, l'Allemagne et la Suède. Les aliments fabriqués à partir de plantes OGM sont-ils dangereux pour la santé? Un OGM ne peut être mis sur le marché qu'après qu'une série de tests ait montré son innocuité pour l'homme et les animaux. Les essais sont réalisés par l'industriel qui demande l'autorisation de mise sur le marché.
Celle-ci est refusée lorsque les experts désignés par les pouvoirs publics jugent que le dossier est incomplet ou que les expériences ne sont plus convaincantes. Les tests portent sur la toxicité aiguë, le risque de provoquer des allergies, la tolérance et la valeur alimentaire. L'étude de la toxicité consiste généralement à nourrir des rats avec de fortes quantités de produits OGM pendant 90 jours, puis à rechercher les symptômes classiques d'intoxication. Les tests ne portent pas sur les effets à long terme. On peut cependant noter que jusqu'ici, aucun effet sur la santé n'a été rapporté dans les pays où les OGM sont commercialisés, depuis le milieu des années 1990 pour les États-Unis. Pour mémoire, l'utilisation des produits OGM est marginale en alimentation humaine et sont destinés principalement à l'alimentation animale et à la production de textiles. Un monopole inquiétant. Les plantes OGM sont commercialisées par quelques grandes sociétés agrochimiques qui ont racheté des sociétés de biotechnologie puis semencières et actuellement en aval des sociétés agroalimentaires. Quelques groupes multinationaux très puissants contrôlent ainsi le commerce des céréales et détiennent 70% des brevets sur les OGM. Les plus importants, le groupe américain Monsanto, produit près de 90% des semences transgéniques. C'est lui qui commercialise le célèbre herbicide Roundup, le plus vendu au monde. Face à ces sociétés qui produisent souvent à la fois les semences et les pesticides, nombre d'agriculteurs s'interrogent sur leur réelle autonomie économique. Nanoparticules. Apparues pour la première fois dans le vocabulaire en 1974, les nanotechnologies sont des techniques permettant de manipuler la matière à l'échelle nanométrique, l'échelle des atomes et de l'ADN, soit au milliardième de mètre. Pour saisir cet infiniment petit, il suffit d'imaginer qu'une différence du même ordre existe entre la taille d'une orange et une nanoparticule et celle d'une orange et de la Terre. La taille des nanoparticules leur confère des propriétés nouvelles ou amplifie les propriétés existantes, résistance aux bactéries, transparence, fluidité, coloration, résistance mécanique. Le principe est simple, plus une particule est petite, plus elle est réactive, avec un rapport surface/volume plus important, leur capacité d'interaction avec d'autres supports est plus grande. La diffusion rapide et la commercialisation des nanoparticules soulèvent de grands espoirs économiques et techniques, mais aussi des questions nouvelles sur les risques émergents pour la sécurité, la santé et l'environnement, dans un contexte de connaissances scientifiques encore très lacunaires. En tant qu'altéragènes, physiques ou chimiques, ce sont des polluants potentiels de tous les milieux, air et eau, mais aussi sol et réseaux trophiques via la bioaccumulation. Que ce soit seules, en groupe ou en synergie avec d'autres polluants, elles sont souvent beaucoup plus toxiques et écotoxiques que leurs homologues de taille supérieure. Et elles pénètrent facilement les organismes microbiens, fongiques, végétaux et animaux. En 2007, une grande étude de synthèse menée par une équipe de chercheurs canadiens dressait un panorama des différentes voies d'accès dans l'organisme des particules de dimension nanométrique et de leurs effets délétères. Pour mieux rendre compte de la multiplicité de ces voies de pénétration et des principales pathologies induites, il est synthétisé par un graphique représentant un corps humain avec les légendes très explicites. On prend mieux conscience par cette visualisation de l'ampleur du problème. Alors ici, nous avons un schéma qui est nommé maladies associées à l'exposition à des nanoparticules. Alors la source, on ne sait pas très bien la lire, mais j'essaye de la dire comme je peux. C.Bucea, L.Pacheco et K.Roby, Nanomaterials and Nanoparticles, Sources and Toxicity. Bio-Interfaces de 2007, MR17-MR71. Alors sur ce schéma, alors on peut voir par exemple, alors je peux même lire ce qu'il y a sur le schéma. Il y a tout d'abord l'inhalation de nanoparticules, puis celles-ci vont par exemple dans les poumons. On peut avoir comme maladie les asthmes, bronchites, emphysème, cancer. Ça va aussi dans le cerveau avec notamment la maladie neurologique, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer. Système circulatoire,
on a comme maladie artériosclérose, vasoconstriction, thrombose et tension. Puis ça peut aller dans le cœur, les arythmies, maladie cardiaque ou la mort. Il y a les autres organes, maladies d'étiologie, inconnue des reins et du foie. Système lymphatique, on a l'éléphantiasis, sarcome de Kaposi, la peau avec maladie auto-immune, dermatite. On a notamment aussi les pénétrations de nanoparticules dans les cellules, que ça soit au niveau, parce que ça c'est la cellule en tant que telle, il y a un schéma qui montre en fait la cellule, comment elle est constituée. Donc on a la mitochondrie, on a le noyau, on a le cytoplasme, on a la membrane et on a la vésicule. Alors quand les nanoparticules sont ingérées, elles vont aussi assez souvent dans le système gastro-intestinal, qui peut entraîner la maladie de Crohn ou le cancer du côlon. Puis nous avons aussi notamment les implants médicaux, blessures de guerre ou de chasse, qui peuvent entraîner des maladies auto-immunes, dermatite, urticaire ou vascularite. Cette étude sur les nanomatériaux et les nanoparticules, leurs sources et leur toxicité, intégrait aussi les nanoparticules produites de façon non intentionnelle, diesel, fumée, c'est-à-dire celle qui est désormais convenue d'appeler particules ultrafines, PUFS. Les chercheurs soulignent que les effets des nanoparticules sur la santé étaient déjà documentés scientifiquement par la toxicologie et l'épidémiologie humaine avant la révolution nanotechnologique et que les expositions aux particules de dimension nanométrique sont également bien identifiées en tant que facteurs déterminants de mortalité et de maladie. Les industries se sont empressées d'introduire des nanoparticules dans une grande diversité de produits, y compris dans l'alimentation. En 2009, selon le Nanotech Project, 1015 produits de consommation courante contenaient déjà des nanoparticules contre 54 en 2005, plus de 1000% en 4 ans, avec une production mondiale de plusieurs millions de tonnes de nanoparticules et une écotoxicité encore presque inconnue. On les trouve déjà dans les eaux usées. Le règlement 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit INCO, prévoit l'étiquetage des nanomatériaux utilisés comme ingrédients. La présence de nanomatériaux est soumise à une obligation de marquage pour les denrées alimentaires depuis le 13 décembre 2014. Cette cuisine nanoparticulaire n'est pas une pratique neuve. On savait déjà que l'industrie agroalimentaire agrémente certaines de ses recettes d'une pincée de nanoéléments pour en améliorer l'aspect, la saveur, la texture ou la conservation. Mais dénonce agir pour l'environnement, l'ajout de ces composants à notre menu pose deux problèmes, l'un réglementaire, l'autre sanitaire. D'après les investigations menées par l'association dans les rayons des supermarchés français, aucun produit n'est aujourd'hui étiqueté comme contenant des nanoparticules. A fortiori, un des quatre soumis à l'analyse. Or, depuis décembre 2014, la réglementation européenne exige la mention nano sur les denrées alimentaires qui en recèlent. Une obligation dont la mise en œuvre a été retardée, mais qui aurait dû entrer en vigueur en décembre 2015 en vertu du règlement sur les nouveaux aliments. Dans un avis rendu en mai 2014, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, a conclu que certains de ces matériaux microscopiques sont toxiques pour l'homme. Elle a donc appelé à mettre en place un encadrement réglementaire européen renforcé et à peser l'utilité de leur mise sur le marché. Nous ne disons pas que tous les nanomatériaux sont dangereux, précisait alors Dominique Gombert, directeur de l'évaluation des risques. Les incertitudes restent grandes et les recherches doivent être poursuivies, mais il existe suffisamment de données scientifiques pour pointer les risques de certains d'entre eux. Dans 10 ans, il sera trop tard pour se poser la question de leur encadrement. En septembre 2017, le magazine 60 millions de consommateurs alertent sur la présence de E171 dans les sucreries.
L'additif E171 ou dioxyde de titane est composé en partie de nanoparticules. Il est utilisé communément dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique pour blanchir, confiserie, plats préparés et même des dentifrices. Sur 18 produits sucrés testés par 60 millions, du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules a été retrouvé systématiquement, mais dans des proportions variées. Il représentait de 10 à 100% de l'additif présent dans ces différentes sucreries, parfois célèbres des biscuits napolitains de Lu, 12%, aux gâteaux glacés Monoprix gourmet, 100%, en passant par les M&M's, 20%. Une fois encore, la présence de 171 apparaît clairement sur les étiquettes, mais jamais la mention nanoparticules selon l'association. L'ANSES, l'Agence nationale de santé, a en effet été saisie en janvier par les ministères de l'économie, de la santé et de l'agriculture pour déterminer si ce produit présente un éventuel danger pour les consommateurs, après la publication d'une étude de l'INRA concluant que l'exposition chronique au E171 favorisait la croissance de lésions précancéreuses chez le rat. Le E171 est un additif alimentaire utilisé comme colorant dans certains chewing-gums, plats préparés, bonbons, sauces, dentifrices, etc. Il est présent sous forme de nanoparticules dans ces aliments d'une taille inférieure à 100 nanomètres. Cette petite taille facilite leur pénétration dans l'organisme. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.